1, 2, 3. Puis merci à vous qui êtes là pour écouter ce propos. Je vais faire une micro-présentation, mais je ne suis pas tellement là pour parler de moi. Mon métier, c'est d'être consultant CRM, donc d'intervenir auprès d'entreprises sur l'intégration de CRM par rapport à des besoins commerciaux. Et je suis tombé là-dedans complètement par hasard, puisque quand j'ai commencé à vraiment entreprendre, c'est-à-dire il y a 5 ans de ça faisait à peine quelques mois que j'avais décidé d'entreprendre. Je me retrouve dans un bureau et en face de moi, il y a un ingénieur. Et il me dit alors, comment tu gères ta prospection? Je lui dis je sais pas, je fais des listes, je verrai bien. Pour l'instant, je commence. Il me dit quoi? T'as pas de CRM? Et moi, la première réponse que je lui fais, c'est un c'est quoi? Et il me dit un CRM. Ah, et c'est quoi? Et alors, donc ce gars-là, cet ingénieur, m'explique ce que c'est et puis il me dit attends, je vais te faire ça, tu verras, je vais te faire un truc rapide la semaine prochaine, tu auras quelque chose. Et donc, je suis rentré comme ça dans le mouvement et comme j'ai toujours aimé l'informatique, les bases de données, j'aimais l'Excel, j'ai vu quand même que là, il y avait quelque chose de bien plus intéressant qu'Excel pour performer commercialement. Je ne vous raconte pas la suite puisque ça fait 5 ans. Mais j'aime bien aussi commencer par ça pour dire que c'est possible de même pas savoir ce que c'est possible de partir de zéro et puis finalement, comme dans chaque sujet de la vie, parce que vous avez un intérêt et un besoin, vous tous comme moi, vous pouvez progresser, apprendre et du coup trouver des bons outils et devenir compétent. Dans ce soir, je vais parler de comment choisir un CRM qui augmente vraiment les performances commerciales. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là et j'aime bien faire cette conférence, c'est parce que tout le temps, la question avec laquelle les entrepreneurs ils rentrent en contact avec moi, c'est tout le temps la question de l'outil. Ouais, ok, c'est quel outil? Vous travaillez quel outil? Vous me conseillez quel outil? D'ailleurs, je discutais il y a quelques minutes avec l'un d'entre vous. C'était pratiquement la première échange qu'on a eu. Ouais, moi je voudrais faire ça, alors du coup, il faudrait que je prenne quoi? Et donc, il y a toujours la question de l'outil. Et en même temps, plus j'avance, plus je me suis aperçu que la question de l'outil, elle est importante, mais elle n'est pas du tout centrale. C'est bien de se demander quel outil. Et moi, tout de suite, je vais renvoyer, ouais, mais pourquoi faire? Parce que justement, les outils, vous allez chercher, vous allez voir qu'il y en a plus de 100. Hein. Enfin, c'est énorme le nombre de CRM qui peut être proposé sur le marché. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez faire avec, vous allez tester des outils, puis au bout d'un moment, vous comprendrez. Donc c'est mieux de savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec. Et c'est pour ça que je vais plutôt aller dans ce sens-là ce soir. D'abord les questions de pourquoi un projet CRM, pour ensuite naturellement atterrir sur du coup quel outil. Et ça devient tout de suite plus simple après de choisir et de comprendre la proposition des éditeurs. Alors je n'ai pas précisé, moi je suis indépendant des éditeurs. Donc du coup si je parle d'un outil en bien ou en mal, j'ai aucun intérêt pécunier. Je ne gagne pas d'argent quand je parle d'un outil. Donc voilà, 55 minutes, comprendre l'intérêt. Une fois que vous avez compris l'intérêt, il y a vraiment la notion de besoin. Quels sont vos besoins fonctionnels? Et après, on peut choisir, et éventuellement, je dirais plutôt dans le temps de questions-réponses, imaginez comment ça se déploie, parce que je ne vais pas raconter tout ça en 55 minutes, mais ça serait vraiment les 4 étapes. J'ai pris cette image. Je pense qu'elle est assez réaliste, en tout cas, peut-être pas en termes de papier, mais en termes pour évoquer la surcharge de travail. Il est possible que vous ou les commerciaux que vous rencontriez ou que vous managiez, ils soient un peu avec plein de papiers sur le bureau, plein d'emails dans la boîte de réception, plein de post-it, en fait plein de trucs partout et du coup ça ralentit l'activité commerciale et ça peut finir par donner ce résultat-là, trop de routine, trop de papier, etc. En tout cas, ça peut finir par donner du stress, de la démotivation, de la fatigue. Donc si vous êtes dans cette situation-là, c'est le bon, ça veut dire que c'est le bon moment d'y aller. Hein.
Si vous n'êtes pas débordé par les prospects et par les coups de téléphone, il faut juste construire un produit ou une proposition qui fera que ça déborde. Alors, pour moi, les raisons sont, un, vos clients. Et j'aime bien parler de mes expériences clients. Une expérience client qui m'est arrivée, c'est que l'année dernière, j'ai acheté une couche sur un site. Donc, j'ai acheté une couche lavable. Et c'est le seul site où j'ai trouvé une couche lavable et grand format. Donc, c'était le seul qui vendait des trucs pour les enfants de 20 kilos. Parce que je voulais partir en randonnée avec ma fille. Donc, je fais que j'assure le coup, mais il m'en fallait qu'une, quoi. Je ne pouvais pas partir avec un sac de vin. Et tout ça pour dire que ce site, il passe son temps à m'envoyer des emails maintenant depuis avec des articles pour bébés. Je pense que s'il avait noté dans sa base de données que j'avais acheté pour 20 kilos, que peut-être éventuellement il m'avait demandé si j'étais un homme, il essaierait de m'envoyer des propositions spécifiques pour les enfants de plus de 20 kilos et éventuellement de me parler comme un homme, parce que le site s'appelle, je ne le cite pas, non, il a vraiment un nom qui s'adresse aux femmes, ça ne s'adresse pas du tout aux hommes. Je ne veux pas le citer parce que c'est enregistré, bip. C'est maman quelque chose. Donc pour les clients, pour favoriser l'expérience client, que ça soit fluide, que ça soit adapté, on reçoit tous des tas d'emails et je suppose en tout cas que vous avez envie de recevoir des choses qui sont pertinentes par rapport aux propositions qu'on va vous faire. Pour l'équipe commerciale, parce que l'équipe commerciale, on lui demande d'être performante, de faire beaucoup de prospection, de transformer beaucoup de prospects en clients, donc de mettre quand même une forte intensité et beaucoup de répétition dans ce qu'elle fait. C'est un métier qui est assez répétitif, où on doit se réengager tous les jours dans des tâches qui sont assez similaires. Un outil de CRM, ça peut amener du confort, ça peut amener du rythme et du confort. C'est un peu comme en sport, si vous n'avez pas un entraînement régulier avec un bon coach et avec des bons équipements, au bout d'un moment, vous serez moins bon et en plus vous vous blesserez ou vous vous lasserez. Donc c'est l'idée d'amener du confort, de la fluidité. L'équipe marketing, ça peut être les mêmes dans les petites entreprises ou même deux personnes différentes. L'idée c'est de lui amener des datas. La semaine dernière, je voyais une boîte, elle était super, franchement, ils avaient une dizaine de commerciaux, ils vendaient un super produit et il y avait une dizaine de commerciaux, il y avait une personne au marketing, cette personne-là, elle n'avait aucune data. Elle n'avait aucune data parce que chaque commercial avait son fichier à sa manière et il maîtrise, et donc elle ne peut rien remonter, donc elle ne peut pas vraiment travailler. Elle ne sait pas à qui adresser, quel type de proposition. Donc elle a besoin d'avoir des datas rapides en lien avec le terrain. Et je pense le quatrième acteur, alors je mets vous, je ne sais pas si qui est-ce qui est dirigeant de son entreprise ou dans une position de dirigeant. Ok. Du coup, le dirigeant, c'est l'élément le plus important. Enfin, en tout cas, pour lui, c'est l'élément important. Quand je donne le cas de ces commerciaux qui ont chacun leur fichier, demain, le dirigeant qui est dans cette situation-là, son entreprise elle est quasi invendable. Et ces commerciaux, ils se tirent avec le fichier client, et voilà, hein, vous connaissez les conséquences. Donc il y a le fait que le dirigeant il a besoin de posséder les données commerciales, la prospection qu'il finance en payant ses commerciaux. Normalement, ça lui appartient, ça ne doit pas être sur les ordinateurs des commerciaux dans des formats incompréhensibles par le dirigeant. Première chose. Et puis lui, le dirigeant, ceux qui sont dirigeants, ils ont besoin de piloter. Donc ils ont aussi besoin d'avoir les données au quotidien, les données stratégiques pour prendre les décisions. Chaque matin, le dirigeant doit regarder 2 ou 3 données pour prendre les bonnes décisions. Et sur ces cycles où il fixe ses objectifs, il doit avoir les données. Donc, pour moi, il y a ces raisons-là de le faire et ce n'est pas les mêmes raisons pour tout le monde. D'un côté, c'est l'expérience, de l'autre côté, c'est le confort. Probablement que c'est les data, et enfin en bas, en marketing et en dirigeant, c'est les data. Donc moi, quand je travaille, je propose d'avancer sur 10 points. Parce qu'en fin de compte, la question de l'outil, elle est importante, mais pas tant que ça. Le CRM, c'est plus complexe qu'un outil. C'est à la fois une gestion de projet, c'est à la fois une conduite de changement et du coup une gestion d'humain.
Et en même temps, effectivement, c'est de l'outil, c'est de la technologie. Mais ce n'est pas que de la technologie, ce serait trop facile. Donc, pour savoir où on va, c'est déjà de bien cartographier son business model. Il faut quand même que ça soit clair. Qu'est-ce que vous vendez? À qui vous le vendez? Quels sont vos segments de clients? Quels sont les indicateurs de performance dans l'entreprise? Comment vous distribuez? Comment vous communiquez ça? Que tout ça, ça soit bien clair et bien identifié. Des fois, ça l'est. Enfin, ça l'est peut-être pas forcément, mais il faut que ça soit clair pour tout le monde. Je ne vais pas rentrer trop dans des exemples. Je ne vais pas me perdre dans des exemples. Une fois que le business model, d'une manière globale, il est assez clair, le parcours client, c'est comment le client, il avance dans votre offre et est-ce que c'est bien clair ça pour tout le monde? Est-ce qu'il a la même façon d'avancer avec tous les membres de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un process? C'est aussi ça qui donne de la valeur à votre entreprise. Tout à l'heure, je parlais de je suis un dirigeant. Si je n'ai pas les datas, j'ai perdu de la valeur. Si je n'ai pas les process, j'en ai perdu aussi. Parce que demain, celui qui reprend, je me dis que si j'achète demain une entreprise qui a un super produit, si je n'ai pas les données commerciales et qu'il n'y a pas des process clairs, est-ce que le lendemain matin, je suis en capacité de faire fonctionner au même niveau? Peut-être pas. Si j'ai des parcours qui sont clairs et des datas qui sont bien centralisés, c'est peut-être plus facile pour moi de reprendre la main. Donc, je passe peut-être, vous pouvez m'arrêter à un moment, lever la main, hein, si vous voyez des choses qui vous interpellent sur la slide. J'ai repris, je dirais, les strates assez classiques du parcours client digital. Comment ils vous trouvent, comment vous les identifiez, comment ils trouvent de la valeur dans votre offre, comment ils deviennent clients, et finalement comment ils parlent de vous et ils vous recommandent. Ces éléments-là, c'est important qu'ils soient bien clairs. C'est ce qui va permettre aussi de choisir un outil qui correspond. On verra après en termes de fonctionnalité, mais ce n'est pas la même chose si vous faites du e-commerce, si on vous appelle au téléphone, si vous avez des commerciaux mobiles, si vous êtes... c'est pas la même chose. Vous n'aurez pas les mêmes besoins à la fin. D'avoir une prise de recul sur la structure d'équipe pour comprendre ou au moins bien cartographier de comment votre entreprise elle est structurée, à la fois leadership, membership et environnement, et à l'intérieur de l'entreprise, d'avoir une connaissance claire de quels sont les secteurs ou les services, les rôles et missions de chacun, ce qui aussi pourra plus facilement déterminer le périmètre d'utilisation. Qui a besoin? Est-ce que c'est juste une entreprise ou des commerciaux? S'il y a 10 commerciaux qui ont besoin pour un marketeur, ça ne sera pas la même chose que s'il y a 3 commerciaux, 3 marketeurs, et en plus, peut-être parfois un lien assez direct avec des gens qui font la production. Voilà, et tout ce que vous voulez. J'ai laissé une case blanche parce que l'entreprise, c'est plus complexe que... parfois, c'est plus large que ces simples... ces 3 catégories-là. Mais l'idée, c'est que ça soit clair pour vous. Que ce soit bien clair pour vous. Que les frontières, en tout cas, soient claires. Et je vous le dis franchement, des fois, les frontières, elles ne sont pas claires. Moi, j'ai vu des entreprises où vous croyez que vous parlez au leader et je me suis aperçu, au bout de quelques semaines, qu'en fait, le leader, c'est sa femme. Et que le projet, il n'avance pas parce que, en fait, madame, elle n'a pas décidé d'appuyer sur le bouton. Et donc, mais pour cette personne-là, c'est pas clair. Lui, il croit qu'il est là et il ne sait pas que... c'est pas clair que tant qu'il n'a pas l'aval, ou en tout cas, il ne le dit pas, ça avance pas. C'est un exemple, mais qui est un... Voilà. Vous pouvez même avoir ici quelqu'un, puis là, vous avez un commercial, il y a depuis 20 ans. En fin de compte, de manière effective, c'est lui qui pilote. Et ça ne switch pas parce que cet ancien-là, il est sur ses positions. Et il est super important. Parce que peut-être il a formé toute l'équipe commerciale. Donc,
schéma simple, alors dans la réalité plus sinueux. Euh, la structure géographique. Il n'y a pas que des entreprises qui travaillent tout le monde dans le même bureau ou dans la même ville. Donc, est-ce qu'on est tous dans le même bureau? Est-ce que les bureaux sont au même étage? Est-ce qu'on a des points de vente? Est-ce qu'on a des agences? Est-ce qu'il y a des commerciaux qui se déplacent? Est-ce que c'est des gens qui sont sédentaires, qui reçoivent des coups de téléphone? Ça ne va pas engendrer les mêmes besoins. Ça ne va pas engendrer les mêmes besoins. Donc, notamment la mobilité. Il y a pas, enfin, pour l'instant, moi, je ne trouve pas tant d'outils que ça qui sont super bien sur les applications mobiles, donc, qui permettent à des commerciaux sédentaires de faire le boulot dans une voiture. C'est pas foufou. Donc, si c'est la façon majoritaire de fonctionner, et en même temps, s'il y a beaucoup de commerciaux qui se déplacent et qu'en même temps, il y a un centre d'appel, voilà. Donc, s'il y a plusieurs centres d'appel, il peut y avoir une ligne téléphonique à un endroit, il peut y avoir des lignes téléphoniques dans plusieurs régions. Donc tout ça va permettre petit à petit de cadrer le besoin. Pourquoi on veut un outil? Tout le monde sait que c'est pour être meilleur commercialement. Mais en fin de compte, comment? Est-ce qu'il y a des freelances qui rentrent ou pas dans l'entreprise? J'ai eu le cas et en fin de compte, le client, au bout de, enfin, je crois, c'est 2 semaines après le projet, il me dit ouais, au fait, dis donc, pour les adresses email là, des 15 mecs qui bossent avec moi les 6 prochains mois, comment je fais? Ah, ça aurait été mieux que, ouais, oui, ah, à 15, d'accord, ok. Alors, on va peut-être pas créer 15 comptes, on va contourner ça parce que du coup, lui, d'un seul coup, son budget qui était x4, au début c'était juste les commerciaux et les marketeurs, d'un seul coup, de 4 personnes sur un CRM, 15 jours après, ils étaient 20. Un point important quand même, en termes de budget. Bien de me préciser. L'environnement logiciel, vous évoluez dans quel environnement? Quels sont, est-ce que vous êtes sous Windows, sous Mac, sous Linux? Est-ce que vous avez des serveurs dans votre entreprise et c'est important pour vous d'avoir des données dans l'entreprise ou pas? Quel type de, voilà, la suite bureautique? Est-ce qu'il y a des logiciels métiers? Il peut y avoir, enfin, je ne sais pas quel métier vous faites, mais dans des métiers, il y a du coup des logiciels et ces logiciels-là, ils sont stratégiques. Et du coup, il va y avoir une nécessité de comprendre comment ils fonctionnent et surtout est-ce qu'ils sont, comment l'interopérabilité des données elle va pouvoir se faire. Est-ce qu'on va pouvoir discuter avec ces logiciels ou pas? Si ce logiciel, alors je prends un exemple hyper courant, le logiciel de compta. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises qui n'ont pas de CRM, mais ils ont un logiciel de compta normal, parce que sinon le comptable il ne peut pas faire le boulot et ils ont des problèmes avec la loi. Et d'un seul coup, assez souvent, je dois dire, je me retrouve avec des points de blocage à cet endroit-là. D'abord parce qu'une comptabilité, ça ne se migre pas comme ça. Consultant CRM, il n'arrive pas, il dit bon allez, on met la compta là-bas. Ça ne se fait pas du tout comme ça, parce qu'on rate une ligne, on peut avoir des problèmes avec la justice. Donc on peut oublier un client dans la migration du fichier CRM, éventuellement ça fait un prospect de moins, c'est dommage, mais on oublie une ligne de compta et il y a un contrôle fiscal, c'est un peu plus grave. Donc c'est le cas typique. Donc bien cartographier ça, est-ce qu'il y aura des compatibilités, des points de blocage? L'ensemble des process, c'est là où les process, c'est ce qui va probablement amener les fonctionnalités. C'est-à-dire, qu'est-ce que vos équipes font pour arriver à? Donc, exemple, quand votre commercial repère un nouveau suspect ou prospect à un endroit, imaginons il récupère une carte de visite, tiens, dans une soirée, qu'est-ce qui se passe concrètement à partir de la carte de visite? Est-ce qu'il saisit cette carte de visite sur un Excel et à la fin du mois il l'envoie? Est-ce qu'il emmène cette carte de visite à une secrétaire qui la saisit dans un... Enfin bref, c'est quoi le process pour que cette carte de visite, un jour, elle devienne un client? Est-ce que tout le monde fait la même chose? Est-ce que tous les commerciaux de la boîte, quand ils ont une carte de visite, ils font pareil? Ou pas? Et donc, les process et les documents.
Donc j'ai mis tout ce qui va être outils d'aide à la vente. Qu'est-ce que vous appelez landing page? Traduction page d'atterrissage. Je vends, je sais pas, je vends des télécommandes. J'ai une page, tu sais, où je dis que c'est la super télécommande et qu'ensuite il y a tous les grandes stars d'Hollywood qui l'utilisent et qu'en plus j'ai une super promo et à la fin il y a un formulaire pour que tu me l'achètes. Ah oui, d'accord. C'est une page de capture. Page de capture d'adresse Ouais, mail. page d'atterrissage. Hein, donc, je t'envoie un mail. Hey, t'as pas de télécommande pour tes présentations? Clique sur ce bouton-là. Et là, tu vois et tu l'achètes. Enfin, ça, c'est dans la théorie. Mais Seb, il parle mieux de ce genre de truc-là, je suis sûr. Parce que dans la théorie, ils cliquent et ils achètent, mais dans la pratique, il y a plein d'expérimentations à faire avant qu'ils achètent. Mais du coup, en tout cas, la landing page, c'est un document d'aide à la vente. Les devis, les factures. Je me rappelle cette entreprise où il y avait autant de formes de devis que de commerciaux. Et il y avait le super patron. Alors lui, il faisait même pas de devis, il envoyait directement dans le corps de l'email. Il écrivait les trucs dans le corps de l'email, boum, voilà le devis. Donc, ça va te coûter tant, tu mettais des puces et hop. Donc c'est important de rassembler ces éléments-là. Quelles sont les tâches de routine, voilà, quels sont les workflows. Parce que c'est aussi ce qui va permettre de déterminer, par exemple, déjà, est-ce qu'il y a une homogénéité? S'il n'y en a pas, ça sera l'occasion de la travailler. Parce que d'un seul coup, si vous voulez centraliser l'activité dans un outil, mais que vous avez des personnes qui ont des modes de fonctionnement différents, à part créer de la confusion. Donc l'idée, ça va être de créer de l'homogénéité. Tout le monde les mêmes process, tout le monde les mêmes documents. Donc c'est le bon moment pour se poser cette question-là. C'est le bon moment pour faire ces changements-là. La partie support, SAV, voilà, j'ai noté. Ensuite, la question sur quelles sont les données existantes. Qu'est-ce qu'il y a dans l'entreprise comme données, prospects, clients? Elles sont où? Elles sont sous quel format? Et qu'est-ce qui est stratégique dedans? Donc, on peut avoir un tel et un tel qui a un fichier Excel. On sait aussi qu'il y a un autre bout dans le logiciel de compta. Du coup, on a un truc plus complet parce qu'on a au moins tous les enregistrements de factures. Mais en même temps, on a une newsletter là. Donc, du coup, là-dedans, il doit y avoir quelques prospects. Bon, on prend tout ça. Forcément, ça fait 4 ou 5 trucs, 4 ou 5 fichiers différents. Et c'est le moment de se poser la question de comment on va structurer ça? Comment on va mettre tout ça dans un ensemble homogène? Puisqu'à la fin, on veut le mettre dans un outil. Donc, c'est une bonne occasion encore de créer de l'homogénéité à partir de différents morceaux du puzzle qui font fonctionner l'entreprise au quotidien. Et de savoir sur quel format c'est pour aussi voir est-ce que ça va facilement, être facilement travaillable. Moi, je connais des outils pour faire des exports, il faut appeler l'éditeur. Hein. Donc, c'est un peu pénalisant quand même. À chaque fois que vous voulez exporter vos données, il faut appeler votre vendeur pour que, je ne sais pas, il appuie sur un bouton ou quoi. Et quand même, du coup, ça crée du ralentissement, quoi. Donc, non, je ne peux pas donner des noms. C'est pas bien. C'est pas bien. Et les gens savent de toute façon. Ces gens qui sont dans ce cas-là savent. Une fois qu'il y a un petit peu toute cette mise à plat des différents éléments, donc du coup, je dirais, il y a toutes les pièces du puzzle qui sont plus ou moins homogènes. Qu'est-ce qui pose problème? En fait, c'est quoi votre plus gros problème pour vendre? C'est quoi qui freine le plus? Qu'est-ce qui ralentit? Je sais pas, il y a des exemples. Quelqu'un pourrait me donner un exemple de qu'est-ce qui ralentit le plus la performance? Voilà. C'est un gros frein. L'oubli des relances. Oublier de faire des relances. Donc, ok. Une autre idée? Le manque de fonds des clients. Le manque de fonds. Ouais. C'est quoi? Ils n'ont pas d'argent. Ah, ils n'ont pas d'argent. Donc, une mauvaise qualification des prospects. Et du coup, avec des ONG, donc c'est un petit peu difficile parce que c'est des seuls joueurs sur le marché.
Ouais, ok. Savoir s'ils sont froids, chauds, tièdes et adapter le discours avec. Ok. Donc, pareil, qualification, information. Donc, l'oubli des relances, la qualification plus fine des prospects ou des clients. Donc, effectivement, le cas de ma couche de 20 kg, c'est une ligne dans une fiche client, mais ça dit beaucoup de choses sur mon besoin. Qu'est-ce qui peut freiner Trouver le bon interlocuteur. Ça me rappelle. Si on a un prospect d'entreprise, c'est trouver vraiment le bon interlocuteur, savoir à qui on s'adresse. Ok, donc c'est long du coup de remonter à la personne qui... Ok. Et... Peut-être le manque de communication entre différents services de l'entreprise. Notamment marketing et commercial, souvent c'est On en parle souvent. Comment ça s'appelle? Collaboration? Non? Non, ça s'appelle le travail en silo. Ouais, il n'y a pas d'alignement, c'est chacun dans son truc, au lieu d'avancer un peu plus comme ça. Du coup, ça a quel impact, ça, le fait que les gens du marketing ne parlent pas assez? Enfin, ou l'inverse, quoi. Un manque de réactivité, de spontanéité et de fraîcheur dans l'offre commerciale, en fait. Ok. C'est ce que je dirais. Ouais, ok. Donc, vous voyez, on a quelques problèmes qu'on peut régler, hein. C'est-à-dire, si j'avais plus de relances, enfin, en tout cas, si je connaissais mes relances, j'en ferais plus. Si quand je fais mes relances, j'avais plus d'informations qualifiées, en tout cas, je ferais un travail plus pertinent. Si sur un compte client, j'enrichissais de plusieurs contacts et de savoir finalement quelle est la responsabilité de qui, donc qui est influenceur, qui est décideur, qui est utilisateur, j'aurais peut-être pareil plus de pertinence dans les actions. Si au milieu de ça, c'était facile de communiquer autour d'une donnée, il y aurait peut-être plus en tout cas de réactivité. J'ai connu ce modèle d'entreprise, hein, avec les commerciaux, les marketeurs. Les marketeurs réfléchissent dans leur tour, dans leur bureau. Ils descendent voir les commerciaux tous les 2 mois. Ils ont bien pensé, puis les commerciaux ils disent non. Ah non, c'est pas ça, hein. Vous connaissez pas les clients, vous. Ah non. Et du coup, l'échange journalier serait forcé. Je rejoins ton point. Donc, ok. J'ai eu plein de trucs, moi. La prise de rendez-vous, les appels, je sais pas, les déplacements. Ça, c'est une question, quelqu'un m'avait posé cette question-là. Il avait une vraie problématique, c'est qu'il voulait, à partir de son fichier client, créer des tournées qui soient plus pertinentes. Donc, ça peut être intéressant, hein. La géolocalisation des... Il y avait aussi nurturing, nurturing, comment on traduit ce mot? C'est nourrir, ouais, c'est la pouponnière, quoi. C'est C'est pas la transformation, c'est nourrir les prospects. ouais, les leads. Donc il y a quelqu'un qui tu sens qu'il a un potentiel, seulement c'est pas pour maintenant, enfin il n'est pas prêt. Donc du coup le nurturing, ça va être vraiment l'action de qu'est-ce que tu vas faire avec lui pour le réchauffer petit à petit et l'emmener à être présent. Finalement, que le jour où il est prêt, il sache que c'est toi. Il se dit, ouais, c'est lui. Donc, c'est un peu avant les relances. Les relances, c'est souvent quand il y a eu un besoin détecté et qu'il y a eu un pré-projet ou un début, un chiffrage, une offre, il y a quelque chose, puis il a besoin de réfléchir et puis en fin de compte, on ne le rappelle pas au bon moment, quand vous l'appelez, il ne répond pas, etc. Donc, ça peut être des vrais soucis, ça. Donc, quand on a les problèmes, du coup, après, c'est plus facile de dire, finalement, qu'est-ce que vous aimeriez que la technologie fasse pour vous, en partant du principe que, avec la technologie, enfin moi c'est ce qu'ils m'ont appris ces gars-là il y a 5 ans, là, les ingénieurs, c'était qu'ils me répondaient toujours oui. Moi je demande, et ça tu crois qu'on peut le faire et tout? Bah oui, et ça, bah oui on peut, bah ça, bah oui on peut le faire. Et en fait j'ai compris que dans l'informatique, par défaut, la réponse à est-ce qu'on pourrait faire ça, c'est oui.
Après, c'est juste, ce sera la question de votre budget, du temps alloué, ce sera d'autres questions. Mais du coup, par rapport aux besoins fonctionnels, vous pouvez vraiment vous lâcher. Vous pouvez vraiment vous dire, OK, dans un monde de rêve, moi, je voudrais que mon CRM, mon outil d'aide à la performance commerciale, il me fasse ça, il me fasse tous ces trucs-là géniaux. Et puis après, le périmètre va se resserrer. Donc, j'ai tendance à proposer à ce moment-là vraiment d'aller dans le brainstorming. Parce que moi, je trouverais ça cool, là, comme il disait le client. Je crée une zone et à partir de, je sais pas, je mets montre-moi tous les gens du département du Rhône qui n'ont rien acheté les 6 derniers mois. Clac, il me les sort et puis après, j'aurai la fonctionnalité magique. Fais-moi un Google Map. Boum, fais-moi un itinéraire. Et il me dit, si tu fais ça cette semaine, tu les as tous vus. J'adorerais. Bon, sauf que au bout d'un moment, j'ai fait quelques recherches pour ce client-là et je lui dis, écoute, ça semble possible, mais ça va peut-être être un peu long et un peu cher d'aller jusque-là. Tu peux peut-être juste faire des points sur une carte et puis après, tu fais appel à ton sens de l'orientation. Tu lis une carte, quoi. Tu prends tes décisions toi-même. Tu te dis, je vais aller là, 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 et après, j'irai là, là, là. Enfin, maintenant, si tu veux un algorithme qui prenne la décision, quelqu'un pourra te le fabriquer. Mais du coup, voilà. Donc, mais lui, il était dans son monde idéal et en soi, c'est faisable. En soi, c'est faisable. Donc, voilà. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Très clairement. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des appels? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des emails? Est-ce qu'il y a besoin ou pas de faire du devis ou de la facturation? Ou est-ce que c'est annexe? Est-ce que vous avez besoin d'une bonne synchronisation avec des agendas pour faire de la bonne gestion de tâches parce que vous avez beaucoup de rendez-vous, beaucoup de tâches? Est-ce qu'il y a besoin de collaborer est-ce que vous êtes plusieurs à travailler des prospects ou des clients et du coup il y a un fort besoin de collaboration? Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme voilà, j'ai parlé des appels, j'ai parlé de la géolocalisation. Bon, je donne quelques fonctionnalités comme ça qui me viennent au hasard. Peut-être, non? Non, Là, je crois que tu avais l'élan de dire quelque chose peut-être. non, mais après, c'est surtout l'intégration avec tous les logiciels existants, c'est surtout ça après qui fait que dans le show actuel, je trouve. Ouais, est-ce que je veux des fonctionnalités marketing, par exemple, est-ce que je veux pouvoir envoyer des emailing ou pas parce que c'est quelque chose d'important? Est-ce que j'ai une forte, comment on appelle ça, une forte base de documentaire et du coup il y a besoin d'accéder à, enfin il y a besoin que les documents soient facilement intégrables ou même utilisables dans le CRM ou finalement dans votre boîte il n'y a pas de documents. Voilà, vous avez 3 flyers et puis il n'y a pas plus. Est-ce que sur la notion de produit aussi, est-ce que vous êtes en train de faire tout le temps des produits sur mesure ou est-ce que vous avez un catalogue produit? Du coup, ça va changer des choses. Voilà. Tout à l'heure, on parlait des coûts des cartes de visite. Il est possible que dans votre façon d'appréhender le marché, il y ait beaucoup de rencontres physiques, beaucoup de cartes de visite récupérées et que par exemple, le scan de la carte de visite pour derrière enregistrement dans la base de données, voire quelques emails automatiques pour commencer à envoyer de l'information, ça puisse être important parce que vos commerciaux ou vous avez 10 cartes de visite ou 15 cartes de visite par semaine. Plein de choses. Moi, j'ai cherché, là, pendant un long moment, j'ai cherché comment j'allais pouvoir relier LinkedIn. Du coup, parce que c'est un réseau sur lequel je m'attache à être présent. Et au début, je faisais des copier-coller comme ça ne me convenait pas. Et j'ai fini par réussir à partir de mon LinkedIn, à pousser des données directement dans mes fiches. Bah ça me gagne du temps parce que quand j'ai des conversations sur LinkedIn, les gens ils me disent des choses intéressantes et au bout d'un moment, foum, en 2-3 boutons, ça peut partir dans le... Tu as réussi à mettre en place un automate entre LinkedIn et autre chose. Oui. Je suis intéressé. Ouais, voilà, il y a quelques outils qui commencent à travailler sur ça. Ça fait 3 jours que je travaille, que je suis en train de sécher dessus. Mais il y a le sens inverse aussi. Par exemple, est-ce que quand vous rentrez une carte de visite, vous avez rencontré quelqu'un, il vous donne sa carte de visite, vous le rentrez. Est-ce que
pour vous, le fait justement d'aller chercher les données dans les réseaux sociaux, ça peut être stratégique. On peut imaginer, hein. Ou même si je fais du B2C, quelqu'un s'inscrit sur un formulaire pour avoir un coupon promo. Et derrière, mon CRM, il va me récupérer les données de Facebook. Et pour ensuite que je crée des listes personnalisées pour faire des pubs du ciblage. Ça peut être stratégique dans mon entreprise. Donc, vous voyez, on peut rester longtemps sur cet endroit-là, hein. Je sais pas, dites-moi une ou deux idées, un truc génial que vous aimeriez faire. Un truc génial que j'ai fait hier. Au dos de mes cartes de visite, il y a Ouais. le code barre de mon site. Ouais, En bas de mon site, tu cliques sur. Je récupère plus les cartes de visite, je fais comme ça maintenant. ouais, Tu cliques sur le lien d'envoyer un mail. ouais. Automatiquement, je reçois un mail. J'ai un Zapier entre mon Google, entre mon Google et Mailchimp, et automatiquement, dès que tu m'envoies un mail, tu passes dans ma base Mailchimp. Ok, ouais. J'ai mis en place hier. Ah, super, génial. Ah, c'est bien, du bon boulot, ouais. Mais je ne suis pas arrivé à automatiser LinkedIn encore. J'exporte la base complète. Bah oui. Ah oui, il faut chercher. Ah ouais, en plus l'export de la base LinkedIn, il faut la chercher maintenant. Avant, c'était plus dans l'ancienne version, il y avait les étiquettes, l'export et tout. J'ai changé encore il y a 2 mois. Ouais, donc Pareil, j'ai exporté Evernote de Evernote pour les cartes de visite. ouais, Ça, scanner carte de visite, ce ouais. que je voudrais en fait, oui, c'est ça, c'est avoir les cartes de visite et automatiquement que ça arrive sur. On puisse les avoir et pouvoir relancer des Mm. périodes à des intervalles. Ouais, le scan de la carte de visite, c'est un truc encore qui intéresse, ouais, qui intéresse du coup. Alors. Ouais, Moi, j'ai entendu parler d'un outil qui s'appelle EverContact. Je sais pas si ouais, ouais, j'ai un peu testé, ça m'a pas, enfin, j'ai pas accroché, J'ai mais entendu ouais, parler, apparemment, c'est les contacts qui sont automatiquement reversés dans son carnet d'adresse Mm. en fonction des emails qu'on reçoit la journée d'avant. ouais, ça permet de, comment on appelle ça, de fusionner. Voilà, de fusionner tes différentes bases de contacts. Donc d'un côté, tu en as dans ton smartphone, de l'autre côté, tu en as dans ton Gmail, de l'autre côté, tu reçois des emails. Et lui, il fusionne tout et il nettoie et il fait un truc propre. Et en plus, en mode collaboratif avec éventuellement plusieurs personnes. J'avais vu un peu ça chez eux. Donc ouais, il y a plusieurs acteurs qui font ces propositions-là. Et du coup, oui, c'est intéressant s'il y a plusieurs personnes dans l'entreprise d'avoir une base de contact qui soit commune et qui soit homogène. Voilà, tout le monde a les mêmes contacts, hein. Ok. Bon, on peut rêver à pas mal de choses à cet endroit-là. Cette question-là, c'est vous posez la question, du coup, c'est quoi l'importance pour vous? En fait, une fois que vous avez un petit peu balayé le terrain, à quel endroit vous jugez que c'est vraiment important pour votre entreprise par rapport par exemple aux 4 points que j'ai donnés au début? Est-ce que ça va vraiment changer des choses? Est-ce que vous avez besoin que ça change rapidement des choses pour vos clients, pour vos commerciaux, pour vous en tant que dirigeant? Vous en êtes où de votre niveau d'urgence et d'importance? Vous connaissez cette map là, c'est Eisenhower, enfin je dis vous connaissez, il y en a probablement qui connaissent ce truc. Donc si c'est pas urgent et pas important, bah, moi je dis prenez un stagiaire et dites-lui de faire des recherches sur Google et de vous faire un rapport à la fin du stage. Comme ça, lui il aura un truc concret et vous aussi. C'est ce que je me dirais de faire. C'est ce que je pourrais faire. Parce que, mon expérience des stagiaires, c'est que c'est bien de les concentrer sur un ou deux trucs pendant toute la durée, parce que comme ils vont pas rester, il faut pas trop non plus vouloir leur faire trop de choses. Ça demande beaucoup de temps de management pour à la fin, finalement, qu'ils s'en aillent assez vite. Mais par contre, un stagiaire intéressé par un sujet, il peut du coup faire un super boulot qu'on n'arriverait pas à faire. C'est urgent, mais pas très important. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise qui peut commencer qui peut s'en occuper. C'est-à-dire, c'est pas important dans le sens où ouais, si c'est pas ultra bien fait comme vous voulez, bon bah voilà, donc plutôt de mettre comme un chef de projet, un responsable. Si c'est important mais que c'est peu urgent, bah, je vous dirais prenez votre temps de vous documenter, de faire des tests, d'aller à des conférences, à tout ce qui va enrichir votre connaissance sur le sujet et qui fait que du coup vous serez en capacité de prendre des meilleures décisions.
Et si c'est vraiment très urgent et très important, appelez-moi et dans 15 jours, c'est fait. Enfin, peut-être pas 3 semaines parce que j'ai 2-3 trucs de prévu, mais globalement, s'il faut aller vite, je sais faire. Moi, mon point de vue, dans ce que j'observe, je me dis que moi, ça me paraît important, voire urgent, que beaucoup d'entreprises passent le cap, et parce que c'est mon intérêt peut-être de dire ça. Mais ce que je perçois aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein d'entreprises qui passent pas le cap, parce qu'ils ne voient pas encore en fait ils voient peut-être pas la valeur que ça va apporter. Non? Moi, la question c'est à quel moment on doit se dire qu'on va passer le cap? Parce qu'actuellement, moi j'ai une carte Trello. Ouais. Ça. J'ai mes prospects, tous mes prospects froids, chauds, démarchage, relance, nanana. Ouais. On va dire que j'ai peut-être 10 prospects par mois. Ouais. Est-ce qu'il faut que je passe sur un CRM ou pas? Ça, c'est pas. Enfin, moi, j'aurais plutôt tendance à dire dans cette démarche de prospection, à quel endroit tu vois des points de blocage et des freins? Est-ce qu'il y a des choses qui frustrent tes avancées commerciales? J'aimerais bien automatiser certaines relances et surtout centraliser toute ma base de données. Ouais, effectivement. Mais j'ai pas non plus, comme certaines entreprises, avec des commerciaux qui sont partout, avec 100 prospects qu'il faut démarcher, relancer. Est-ce que ça serait utile d'investir entre guillemets dans un CRM ou de tester un truc Je vois bien Trello, hein, et ce que je me dis par exemple, Trello, c'est que tu vas prendre des notes dedans. Imaginons que, du coup, je suis ton prospect, on se parle, je t'envoie un email. Si je te dis un truc important dans l'email, stratégique, tu vas le recopier dans la carte Trello? Non, du coup, tu vas le laisser dans la boîte email. Ouais. Ok. Ça pourrait être un exemple de ce que pourrait t'apporter un outil de CRM, c'est-à-dire que tu reçois une information importante de ma part et on a échangé 2-3 emails, on s'est dit des choses clés et à la fin, je te dis, bon, écoute, j'en ai parlé avec le boss, là, on a un gros dossier, mais dans 6 mois, normalement, on est chaud. Et ça, tu peux automatiser le... Donc toi, tu vas me répondre, soit tu vas avoir directement ta boîte mail dans le CRM, donc reliée à la fiche du contact. Donc quand tu vas, ou alors par un autre système, mais par exemple, on peut imaginer que quand tu me réponds, ok, je reviens vers toi dans 6 mois, simultanément tu crées, déjà tu enregistres cette réponse et toute la conversation elle est dans ma fiche. Donc quand tu vas te réintéresser à moi dans 6 mois, tu te rappelleras de tout ce qu'on s'est dit assez facilement. Enfin, en tout cas, tu le retrouveras en un clic. Et l'autre chose qu'on peut imaginer, c'est que, ok, je te rappelle dans 6 mois, et dans un deuxième clic, tu ouvres une note, tu mets une date, tac, tac, et tu as ta relance. Et donc 6 mois après, tu reçois un ding. C'est le moment de rappeler Sébastien. Ah, Sébastien qui? Tu cliques. Ah ouais, on s'était dit ça. Et en fait, tu as mis 3-4 clics pour faire le truc, quoi. Donc multiplié par 10 fois par semaine, au bout d'un moment, ça commence à faire. Ça peut vite faire 1 heure, 2 heures. Mais par contre, pour lier la boîte mail au CRM, c'est quelque chose qui existe. Ouais. Mac, par exemple, moi je suis sur la boîte mail Mac classique. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Moi, ça vient Ouais, tu peux envoyer. En fait, il y a 2 systèmes qui, toi, avec ton niveau, ça devrait pas trop. Tu as soit les CRM qui ont la boîte mail directement intégrée. Donc, du coup, après, tu fais des configurations IMAP dans la boîte mail et tu as la même chose de part et d'autre. Puis après, tu as le deuxième système avec les copies cachées. Tu t'envoies au client, puis tu envoies la double copie au CRM et lui, il reconnaît et il colle au client. Alors, ça, j'ai eu le problème. Sous Mac. Ouais, non, si un jour j'ai eu un problème, mais c'est pas directement rapport au Mac. Okay, super. Mais du coup, il y a plein, tu vois, c'est un exemple de comment tu peux gagner un peu de temps avec ça. Dès que tu estimes c'est important, tu mets dans le copie cachée, Ouais. ça te le trie automatiquement. Okay. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre dans ton cas? Enfin, vraiment déjà le fil, moi j'ai trouvé que d'avoir le fil d'action qui s'enregistre en direct, du coup, ça permet de personnaliser vraiment la relance après et d'accéder très rapidement au contenu de ce qu'on s'est dit. Donc, voilà un exemple. Il faut avoir le sentiment de perdre du temps en fait. J'imagine aussi un CRM comme un outil qui propose beaucoup de graphiques ou de stats. Et on peut dire que ça peut être un petit peu rebutant de devoir plonger dans des chiffres.
Non, ça c'est des fonctionnalités pour manager. Donc le dirigeant, lui, il va avoir besoin de piloter un peu la performance commerciale, donc les objectifs et les réalisations. Donc il va pouvoir avoir différents tableaux de bord qui lui permettent de visualiser rapidement les réalisations. Mais en même temps, s'il n'a pas envie de les regarder, il ne les regarde pas. C'est pas la raison d'être d'un CRM, c'est ce que je veux dire. C'est une fonctionnalité pour le management. Mais le commercial, celui qui fait du commerce, lui, quand il va se lever le matin, déjà, ce qui va l'intéresser, c'est de connaître quelles sont les tâches que j'ai à faire dans la journée. Quand je contacte monsieur A, quelle est la dernière, on en est où avec lui? Quel est le projet en cours? Quelle est la dernière chose qu'on s'est dite? Où est son numéro? Un exemple, ouais, c'est vachement cool d'avoir une bonne application où tu as la notification, boum, tu cliques, tu es dans la fiche, tu cliques sur le numéro, tu l'appelles. En fait, ça donne de l'efficience. Et de même, par exemple, j'entends newsletter à un moment donné. On peut imaginer que vous vouliez faire quelques campagnes comme ça marketing et puis que vous avez besoin à chaque fois d'aller chercher les Excel, de refusionner le truc, de refaire un fichier propre, boum, ou même systématiquement, dès qu'il y a un nouveau contact dans l'Excel, d'aller le copier. Alors, on peut imaginer qu'à chaque fois qu'il y a une carte de visite qui est saisie, clac, clac, c'est à minima dans la newsletter. Et c'est pour ça que c'est ça qui est un peu, je trouve un petit peu délicat sur le sujet, c'est que dire que ça, à mon avis, le changement radical et important, c'est pour les dirigeants qui ont des commerciaux qui possèdent les données. Là, pour moi, il y a urgence. Les mecs, ils se barrent du jour au lendemain avec le fichier, ils se barrent. Ça fait 10 ans que vous les payez et il ne vous reste rien. À part ce qui est enregistré dans la comptabilité. Donc à cet endroit-là, je me dis qu'on est dans des points où les gens peuvent partir du jour au lendemain. Après, dans les points marketing et commerciaux, en fait, c'est c'est tout un ensemble de petites points de détail qui font que 5 minutes, plus 10 minutes, plus 3 minutes, à la fin de la semaine, ça fait 2 heures, à la fin du mois, ça fait 8 heures, l'année d'après, et ainsi de suite. Quoi? C'est le fait d'avoir un point central dans l'entreprise pour échanger les données. Ouais. Parce que moi, je l'ai vécu dans une entreprise de transport où c'est devenu effectivement l'exploitation, on avait l'activité du client et les commerciaux, du coup, avaient l'information de ce que faisait le client en volume réel. Donc, une fois que le client était signé, lui, il ne voyait pas forcément toutes les activités que faisaient les clients. Ouais. Par contre, ça permettait aussi d'avoir la notification inverse, c'est que s'il y avait un litige, le commercial était tout de suite prévenu. Ouais, ok. Donc, ça amenait en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça décloisonnait en fait les services. La vitesse de réaction? Ouais. Exemple tout simple. En ce moment, je suis en train de tester quelque chose où j'envoie des relances avec des séquences derrière. Donc, je voulais savoir où tu en es sur le projet, truc, est-ce que tu as réfléchi? Je me doute bien qu'au moment où j'appuie sur envoyer, l'autre il n'est pas en face en train d'attendre mon email. Et peut-être qu'il est mal organisé, qu'il va en recevoir plein et que le mien il va disparaître. Donc derrière, je mets en place, paf, paf, au moment où j'appuie, le lendemain il en reçoit. Tu as reçu mon email hier? 2 jours après, je crois, il en reçoit un. Tu as reçu mes emails la semaine dernière? Boum. 4 jours après, il en reçoit un autre. Dis donc, tu as reçu les emails que je t'envoie parce que tu ne me réponds pas, je m'inquiète et je vais essayer d'appeler dans ton bureau pour savoir si tout va bien. Je vous jure qu'au 4e, ils répondent. Hein. Ah ouais, non mais le mec dit, putain, le mec, il est en train de s'inquiéter pour moi, il va appeler dans le bureau pour savoir si je vais bien, il est sérieux ou quoi? Et ça, je l'ai fait en une fois. J'ai fait en quelques frappes, clac, clac. Et j'augmente mon taux de réponse. Et par rapport à ce que tu disais, le temps de réaction, je peux automatiser par exemple avec un lien sur un produit, sur un descriptif, que s'il voit, il clique 3 fois sur le lien et il voit la page, d'un seul coup, boum, je reçois une notif de, écoute, il vient d'ouvrir 3 fois l'email, il a regardé 4 fois la page,
je crois qu'il faudrait enfin, je me dis que c'est le moment de l'appeler. Et donc, effectivement, comme par rapport à un litige, tu appelles, du coup, tu personnalises vraiment la relation au moment où c'est le moment de la personnaliser. Et c'est ça, en fait, l'intérêt. Au début, on va gratter des gros temps sur quelques grosses fonctionnalités, puis petit à petit, par granularité, eh ben, on va construire des petites choses qui vont permettre de créer. Le but, ça serait que chaque client ait une relation individuelle, individualisée. Il reçoit la bonne offre au bon moment, on lui rappelle les bonnes choses, parce que c'est ça qu'on s'était dit la dernière fois. Et du coup, lui se sent pris en considération comme unique. Et non pas comme le mec qu'on appelle dans une série de relances. Oui, bonjour, vous ne savez même pas vraiment qui vous appelez, parce qu'il y a une liste de 20 numéros sur un tableau, et puis c'est le jour où vous n'avez pas de rendez-vous, il faut les relancer. Voilà. Tiens, j'ai rien à faire ce lundi, je vais relancer les gens. Voilà. Bon. Donc l'idée, c'est ça en fait, c'est petit à petit d'aller vers de la personnalisation, finalement, pour avoir de l'efficacité. Donc, je trouve que partir des problèmes, c'est le bon, voilà, c'est de se dire finalement, c'est quoi les gros problèmes? Et à partir des gros problèmes, ça commence à être facile de voir ce qui pourrait remplacer et qu'est-ce que ça ferait gagner. Comme dans l'exemple là. Et un CRM, c'est une entreprise ou un CRM, on peut driver plein d'entreprises? Ouais, tu peux driver plein de boîtes, ouais. Tu veux dire. Segmenter, ça c'est la base de données de relance de machin de cette entreprise. Parce que multi-entrepreneur. Alors tu peux choisir, ouais, tu peux faire il y a des endroits où tu peux faire tu vas pouvoir créer des groupes. Donc soit parce que tu gères ça peut être pour gérer plusieurs régions, mais ça peut aussi être pour gérer plusieurs entreprises. Mais sinon, tu as aussi des outils qui te permettent en fait de passer d'un compte à l'autre. Ouais, tu vas dans les paramètres et clac, tu changes de boîte en un clic. Du coup, tu as les mêmes interfaces, c'est juste pas les mêmes données. Ça dépend, ça dépend. Ouais, tu peux te retrouver à payer du coup après un compte par entreprise. Donc là, il faut faire de la segmentation. Après, tu peux créer des... Non, tu peux gérer plusieurs entreprises au même endroit. Il suffit de mettre un tag. Voilà. Tu mets un tag nom de l'entreprise. Donc, tu as entreprise 1, entreprise 2, entreprise 3. Et puis après, avec les filtres, ça sort comme il faut. C'est ça aussi l'intérêt, hein, c'est de pouvoir aussi créer des fiches qui sont personnalisables en fonction des renseignements qui sont utiles à votre entreprise. Et ensuite, après, de pouvoir travailler à partir de ces requêtes-là. Donc, voilà. Je vais quand même... du coup, qu'est-ce qui s'est basé? Ah, c'est la pile. Ça consomme vachement vite les piles, ces trucs-là. Il y a eu un bug. Ah bah merde. Excusez-moi d'être mal poli, mais je devrais pouvoir normalement passer à la suite. Je vais essayer de cliquer. Et là maintenant... Ah bah c'est ça de rester. Ça veut dire que j'ai trop parlé sur cette slide. Le champ des possibles. Il y a des liens. Il y a un GetApp, AppVisor et Product Hunt. Trois endroits où là, vous allez voir le catalogue des CRM. C'est incroyable. On va passer un temps fou. Oui, voilà, non, mais c'est pour dire le champ des possibles est énorme. Donc, si jamais vous voulez aller regarder les catalogues, là, vous avez de quoi vous amuser. Mais sinon, voilà, par rapport aux outils, les formats. Est-ce que vous voulez de l'open source, du propriétaire, du sur-mesure? Savoir. Il y a des gens, ils veulent rien d'autre que de l'open source parce qu'ils ont aussi des besoins d'avoir le code, auto-hébergement, de customiser avec leurs développeurs. Donc, du coup, il faut être assez armé techniquement et budgétairement. Parce que sinon, ça ne vaut pas le coup. Autant rejoindre une communauté de clients avec des entreprises qui ont vraiment levé des fonds et qui font avancer un produit hyper vite. Donc, d'aller sur du propriétaire. Et du sur-mesure, il faudrait du coup vraiment... avoir besoin de fonctionnalités dont jamais personne n'a eu besoin en masse et vous avez besoin de le faire fabriquer que pour vous. Ce qui peut être vite une erreur. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a raconté des choses, j'étais abasourdi. Tant mieux pour les gens qui l'ont vendu, mais on approchait des 300 000 €
Vu ce qu'il me racontait, je suis sûr qu'à 20-25 euros par utilisateur sur Internet, je lui trouvais. Donc bon, tant mieux pour les gens qui ont eu le marché. Voilà, est-ce que vous voulez de l'auto-hébergement ou est-ce que du coup le logiciel dans le cloud et vous faites confiance à héberger sur les serveurs des autres, ça vous convient? C'est des bonnes questions à se poser, surtout dans ces temps-là où tout le monde parle du RGPD comme un espèce de gros méchant loup qui viendrait manger tout le monde et qui allait mettre des amendes de plein de millions d'euros à des toutes petites entreprises qui ne les ont même pas sur leur banque. Faut pas, je pense pas trop avoir peur de ça non plus. S'ils veulent faire du chiffre, ils ont intérêt d'attaquer les gros en premier. L'amende, c'est un pourcentage du chiffre. Ouais. Voilà, donc ils vont attaquer les gens qui ont du chiffre. Qu'est-ce que vous avez besoin comme fonctionnalité? Est-ce qu'il faut gérer des comptes, des contacts, des offres? Enfin, ça, c'est les grandes fonctionnalités classiques. C'est de pouvoir gérer des personnes, des organisations, des deals, des stats pour manager, des activités type relance, appel, meeting, etc. et des catalogues produits. C'est pour moi les 6 grandes familles de fonctionnalités qui vont s'interconnecter dans la base de données pour avoir des renseignements propres. Et il y a des fonctionnalités que je pourrais classer. Voilà, je vais juste sortir du champ pour mettre la prise. J'ai entendu un petit qui m'indique qu'il n'y a plus de batterie. Excuse je vous prends au montage, Sébastien. Et des fonctionnalités en fait qui peuvent apporter un plus en fonction, ou que moi j'ai repéré aussi, des fonctionnalités de marketing pour faire de la newsletter, voire certains proposent même de créer des pages, des formulaires, voilà, de traquer l'activité des personnes sur le site. Ils vont amener ces fonctionnalités-là supplémentaires, elles peuvent être utiles ou pas. Les fonctionnalités de documents partagés, collaboration, tout dépend s'il y a beaucoup de documents, mais ça peut servir. Automatiser les tâches directement à l'intérieur du CRM ou pas? Est-ce qu'il y a des workflows qui sont possibles? Quand il se passe ça, alors clac, clac, clac. Est-ce qu'on peut passer des appels si vous êtes des gros consommateurs de téléphone et que c'est un point stratégique de l'activité? Ça peut être intéressant de trouver un outil où du coup l'appel il rentre directement dans l'outil et il sort directement. Comme ça il est aussi journalisé dans la fiche. La facturation, la gestion de projet, qui sont des fonctionnalités, je dirais, connexes à l'activité commerciale et marketing. Mais des fois, ça peut être les mêmes personnes qui les démarrent, voilà, commercial qui crée le devis. Donc, ça peut être aussi fluide dans une entreprise que le devis qui va se transformer en facture et en écriture comptable, il y a un lien étroit avec l'outil pour éviter finalement éviter les doubles et les triples saisies. Donc des fonctionnalités connexes, et il y en a d'autres, mais je vous dirai après. Voilà. Et rapidement, je vais dire comment moi, ce que moi j'ai mis en place pour faire mes choix. Parce qu'effectivement, il y a tellement de solutions que déjà, le premier écrémage, je conseille d'être ultra rapide. Une fois que vous savez pourquoi vous voulez le faire et que vous avez compris un petit peu les grandes familles de fonctionnalités, moi, voilà ce que je fais. Je regarde la page de vente. Et si je ne comprends pas, j'essaye, je ne vais même pas plus loin. Parce que je veux un outil pour faire du commerce et du marketing. Si les gens qui me vendent ça en termes de commerce et de marketing, ils sont nuls, j'ai un gros doute sur leur capacité à faire un produit utile sur ces fonctions-là. Donc j'ai besoin de comprendre en 10 secondes qu'est-ce qu'ils me vendent et à quoi ça va me servir. Sinon, je suis inquiet. Et puis il y a tellement de propositions que du coup, je n'ai aucune raison de perdre du temps à essayer de comprendre le truc. Deuxième chose que je regarde, c'est une fois que j'ai compris rapidement que c'était ce que je cherchais, j'essaye de comprendre un petit peu le détail des fonctionnalités. Est-ce que je vais pouvoir faire des appels ou des emails parce que c'est super important pour moi? Qu'est-ce qui est disponible en termes d'agenda ou pas? Est-ce que, marketing, je voulais faire des campagnes et tout, est-ce que je peux le faire? Ouh là là, dis donc, marketing, ouais, mais je peux le faire qu'à certaines conditions. J'essaie de repérer un petit peu, pareil, rapidement, en 3-4 minutes, est-ce que j'ai mon panel de fonctionnalités ou pas? Et ensuite, tac, je regarde le prix. Moi, c'est ce que je fais, je regarde la première page, hop, est-ce que je comprends ce qu'ils vendent? Est-ce qu'au niveau du détail de l'offre, ça correspond à ce que je cherche? Boum, page prix.
Ça sert à rien que j'aille plus loin. Si je me rends compte que je suis hors budget, suivant. Hein. Donc, est-ce que les tarifs sont dans mon budget? Et on a tout. Du gratuit à vie et du 500 € par utilisateur par mois, plus la mise en place par l'équipe pendant 10 jours à tant d'euros par jour. Tout existe. Je vous l'ai dit, 400 000 € là. Donc, tout existe. Hein. On va faire l'outil de vos rêves. Voilà, on va vous le faire. Enfin, on n'installe pas de SAP à votre dimension. Ouais, voilà, mais je veux dire, tout existe et quand tu pars de zéro, tu peux, comme ce cas que je raconte, lui, il a envie de l'outil de ses rêves, les gens lui disent qu'ils peuvent le faire, il n'a pas trop de problèmes de budget, il commence à payer, et puis au bout de 2 ans, il se rend compte qu'il a beaucoup payé pour finalement être un peu déçu. Mais pas, voilà. Et donc, moi, là, je suis à 6 minutes d'observation. Et j'en ai déjà enlevé beaucoup hein, quand j'ai fait ces 3 niveaux-là. Point clé. Est-ce que l'outil a une API? Donc l'API, c'est une interface hein, d'échange de données normalisée et sécurisée qui va permettre d'échanger des données entre plusieurs outils. À mon sens, c'est hyper pénalisant que les outils où il n'y en a pas. Parce que vous allez devoir faire des exports manuels, traiter les données, les réimporter de l'autre côté, et finalement, tout ce qu'on voudrait pouvoir faire comme échange entre les outils métiers, ça va être freiné. Première chose. Et deuxième chose, c'est que ça joue pas du tout à l'avantage du client. Pour moi, en tant que client, hein, je ne parle pas en tant que technicien, je ne saurais pas dire, mais en tant que client, l'API, ça me permet en fait de construire un environnement, un système technologique avec plusieurs outils qui sont vendus par plusieurs éditeurs, où les données s'échangent, donc je n'ai pas la problématique des doubles, triples ou quadruples saisies. Et en même temps, l'avantage que ça me donne, c'est que si dans mes outils métiers, un jour, mon outil de facturation, en fait, il est plus si adapté, ou il y a quelqu'un qui fait un truc encore mieux et moins cher, hop, je le débranche de mon système, je rebranche l'autre, et je n'ai pas touché aux autres outils. Et donc, ça joue à l'avantage du client. Parce qu'au lieu d'acheter un ensemble tout en un fermé, moi, je conseille d'acheter des fonctionnalités métiers qui vont s'interconnecter, donc des microservices, et qui vont du coup demander aux gens qui vous fournissent ces microservices d'être toujours très bons. Parce que le jour où ils ne sont pas très bons, vous pouvez les débrancher par un autre et votre système, il est très peu ébranlé. Donc ça, c'est un point clé. Et c'est un point clé pour l'évolution dans le temps. Parce que l'entreprise, elle peut croître, les besoins peuvent évoluer, et le jour où il y a 50 bonhommes dans l'entreprise, vous ne pouvez pas dire, bon, allez, on change tout. Les gens, ils ne vont jamais vouloir que si vous changez une chose, tac, petit à petit, puis une autre, ça passera beaucoup plus facilement, humainement parlant. Il y aura moins de groupes qui seront touchés, les apprentissages, les réapprentissages seront moins lourds. Donc il y a tout un tas d'avantages avec ça. Hein. Et moi, je ne comprends même pas qu'il y ait des gens, que ce soit pas, qu'il y ait des gens qui fassent encore 100, mais bon. Donc moi, ça c'est un critère. Si je vois pas trop l'intérêt de regarder. Je me dis, je vais mettre des données chez eux, puis pour les sortir, je vais galérer. Et 5, je fais le test. Donc là, truc que moi que je fais très simple, c'est je crée un compte. Je vous le dis, si vous avez des idées de ce que vous voulez faire, vous voulez envoyer des emails, créer des rendez-vous, je ne sais pas, scanner une carte de visite, il y a des trucs super que vous voulez faire, essayez de le faire. Et si au bout de 15 minutes, vous n'avez rien réussi à faire, rien de rien, parce que c'est trop compliqué, vous ne comprenez pas, ça vous fait mal à la tête, vous essayez de lire une documentation, elle est mal faite, dites-vous que ça sera comme ça tous les jours. Moi, je me le dis vraiment, j'ai de l'expérience de rencontrer des ergonomies qui sont super bien faites et des documentations qui sont hyper pédagogiques. Donc, pourquoi je me priverais de les avoir? Il y a des gens qui font l'effort de faire des belles ergonomies, c'est intuitif, qui font des documentations, c'est pédagogique, et il y en a d'autres qui ne le font pas. Et si vous avez du monde et que les gens, à chaque fois qu'ils veulent faire un truc nouveau, ils ne comprennent rien, vous allez avoir du temps, comme ça, à chaque fois, d'explication, de réexplication, parce qu'ils vont comprendre une fois, ils ne vont pas le faire pendant plusieurs semaines.
Du coup, ils vont oublier. Alors que si c'est intuitif, ils vont retrouver. Donc, voilà, je dis le test des 15 minutes. Et là, c'est de l'intuition. Ouais, vous vous sentez bien et vous avez l'impression d'avoir obtenu de la valeur. Petite sélection pour finir. Je me dis que si vous cherchez sur ces marques-là, vous partez dans des bonnes directions. Ah, j'ai un laser. Bon, ne me parlez pas de PyDrive parce que je vais vous en parler pendant des heures. C'est vraiment c'est mon super chouchou en termes d'ergonomie. Donc, je dis pas plus que ça. Je trouve que c'est des génies de l'ergonomie. Les fonctionnalités que tu as listées avant, là, ils le font pas. Par contre, c'est pas justement, il faut plutôt avoir une approche microservice, se dire ils ont un cœur de métier, ils ont un cœur de CRM qui est vraiment top. Après, ça peut ne pas correspondre à tout le monde s'il y a besoin de plein de choses. Mais sur ce qu'ils savent faire, j'aime bien moi les gens qui font peu de choses mais qui le font de manière excellente. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on peut dire d'eux. HubSpot, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils font un truc très bien et gratuit. C'est gratuit. Ouais, donc tu veux créer 3 CRM de 3 entreprises, passer de l'une à l'autre, tu peux y aller. Et ils ont tous les services que tu as cités. Ils ont beaucoup de services. Après, c'est un petit peu moins. C'est un petit peu moins. C'est quand même ergonomique, c'est quand même joli. Non, ça va, franchement, HubSpot, c'est bien. Parce que HubSpot, leur modèle, c'est de te rentrer dans le CRM pour après te vendre le marketing. Et là, d'un coup, les factures, elles montent. Là, d'un coup, tu changes. C'est du freemium. Ouais, voilà. Ouais. Donc, eux, ils ne vendent pas du CRM. CRM, c'est le produit d'appel. C'est ça. Là, c'est le marketing. Parce qu'après, toute la partie workflow et marketing automation de HubSpot, ça chiffre. Ah oui, là, d'un coup, ça monte. Hein. C'est cher. Et workflow, pour le coup, c'est quand même lié au CRM parce que ça peut être de la relance purement commerciale Ouais. sans rentrer dans du nurturing ou quelque chose de plus poussé en marketing automation. Mm, mm. Donc, moi, c'est pour ça que j'avais regardé un peu HubSpot, ça m'a refroidi parce que finalement, je pense qu'il faut rapidement mettre un billet à plat si on veut commencer Ouais. à automatiser des choses. HubSpot, je dirais l'intérêt, comme tu donnais l'exemple tout à l'heure, je vois plutôt ça pour des entreprises qui ont un groupe de commercial, 5-10 personnes, tu vois, minimum, un groupe de marketing pareil, et qui veulent de l'alignement, veulent de la coopération. Là, je vois bien l'intérêt de l'outil. Mettre 20 personnes dans une même interface avec les données au même endroit. Bon, du coup, quand tu es ce genre d'entreprise-là, tu as un peu de moyens. Enfin, tu peux mettre 2000 € par mois pour… finalement, ça fait que 100 € par personne. Donc, voilà. À mon avis, j'irais plutôt là-dedans. Freshsell, franchement, c'est vraiment super. Il a pas mal de fonctionnalités. Il a une belle ergonomie. Et notamment, il a une fonctionnalité sur les appels qui est hyper bien faite. Si j'avais une grande flotte si j'avais plein d'agences, voilà, s'il y avait plusieurs agences géographiquement à différents endroits et que je voulais des numéros de téléphone spécifiques à chaque agence et des bases de données spécifiques à chaque département, j'aurais tendance à aller là-dedans si ce truc du téléphone et de la géographie était clé pour moi, parce qu'ils ont ce truc-là qui font super bien et le reste vraiment bien. Et en plus, dans un modèle où vous commencez gratuit, avec beaucoup de… Enfin, il y a déjà beaucoup de choses dans le gratuit. Non, une belle boîte. Puis ils ont levé 50 millions en 2016, donc c'est-à-dire qu'ils ont de l'argent pour faire un beau produit, il ne faut pas s'inquiéter. Et quand ça passe payant, ça va de 15 €, 10 €? Là, au maxi, on est à 75 par mois. En fait, il y a un moment, tu passes de 50 à 75 pour une seule fonctionnalité. Tes données sont sur un serveur en Europe. C'est le RGPD pricing. Le mec, il t'assure de… Mais bon, après, c'est technique, tu peux aussi, de temps en temps, sortir les données automatiquement et les mettre dans un serveur chez toi. Et puis, voilà, tu as la même chose. Mais… Après, PyDrive, c'est 15 € par mois quand même. Je crois, 10 ou 15. Ouais, c'est 15, ouais. D'accord. Ils sont 15 maintenant. Par utilisateur ou pas, ou pour une- Par utilisateur. Eux, ils ont un prix, c'est par utilisateur. Ok. Tu commences à 15. C'est souvent le cas, hein. C'est souvent du prix par utilisateur. Nos CRM, je trouve intéressant ce qu'ils font. Moi, ce que j'aime bien chez eux, mais je crois que ça mérite d'être amélioré, mais je me dis que c'est à suivre, c'est l'idée de
Enfin, j'ai l'impression que leur proposition de valeur, c'est passer facilement du Excel à un CRM. Parce qu'en fait, ils ont directement un import d'Excel et une vue en ligne et en colonne. Donc globalement, pour ne pas perturber les gens qui seraient hyper attachés à ça. Donc j'ai trouvé le point d'entrée intéressant. Après, ça mérite, à mon avis, d'être travaillé par la suite. Mais comme j'ai vu qu'ils avaient changé leur nom, ils avaient redesigné les trucs, ils ont eu un partenariat avec Orange, j'ai intuité qu'ils ont pris un peu de sous et que du coup, ils peuvent améliorer leurs produits. Donc je le suis. Alors Agile CRM, je trouve très bien. Je crois que c'est anglais. Il y a 10 utilisateurs gratuits dans la partie CRM. Donc du coup, ils ont un modèle, c'est hyper cadeau pour tout le monde. Je ne sais même pas pourquoi. Parce qu'après, et du coup, alors voilà, il y a un piège un peu, enfin moi j'ai trouvé, c'est qu'il y a le côté, après ils vont vous proposer et une fonctionnalité une autre vue où vous pouvez faire du support SAV et une autre vue pour faire du marketing automation. Et là, quand j'ai ouvert la vue du marketing automation, j'ai pleuré. J'ai cru que j'allais pleurer, comme ça j'étais là, pourquoi ils ont fait ça et tout. C'était Windows 95. Je sais pas, ils ont dû, à mon avis, ils ont fait un achat, ils ont vu des gens, ils ont acheté, ils ont mis, et ils se sont dit on verra plus tard. Donc il y a vraiment c'est pas le même produit, voilà, c'est pas la même interface. Donc voilà. Mais pour coup, la partie CRM, j'ai trouvé super bien faite, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Et Odoo, ça c'est plutôt cool parce que c'est open source, avec une super, il y a une grosse communauté derrière. Et il y a plein de modules qui ont été créés après pour aller vers un ERP intégré. Donc voilà, une entreprise qui voit plus loin que la force commerciale, qui sait qu'elle aura du budget pour faire du développement spécifique, qui est peut-être attachée à l'open source, qui veut auto-héberger. Il y a plein de bonnes raisons d'y aller. Mais plus sur une vision élargie, voilà. Sur une vision purement CRM, je ne crois pas que ça vaudrait le coup. Même en pricing, ça ne vaut pas du tout le coup. Il y a 2 utilisateurs gratuits, puis après ça monte assez vite. Donc tout dépend. Donc voilà ce que je peux dire. Si vous en connaissez d'autres, toujours preneur de savoir les expériences. En ce moment, je fais ça. Vous pouvez aller sur cette page formation-crm.com, benchmark-crm. Je fais un benchmark détaillé de 12 outils. Voilà, j'ai testé 28 fonctionnalités par outil, j'ai mis mes notes, donc ça n'engage que moi, et quelques commentaires. Et ça permet déjà de recentrer un peu le débat. Et bon, apparemment, ça plaît bien. Enfin, c'est mon produit d'appel, quoi. Enfin, c'est gratuit. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais laisser ça parce qu'après c'est ma photo, on s'en fout. Du coup, s'il y a des questions, s'il y a 2-3 questions comme ça là, qui sont à chaud, ça peut être intéressant. Enfin,